Les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planet X, on connaît ça. monplanetx.com. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Camille qui vous accompagne pour les 60 prochaines minutes en compagnie de nul autre, oui plutôt, Christian Page. Ce soir, thématique de la psychologie. J'ai une préférence vraiment pour les mardis et les jeudis. Je m'en cacherai pas. J'adore les sujets que Christian nous apporte. Et ce soir, on s'en va dans une histoire de possession. Shortly after the death of his grandfather, Don Decker's life took on a disturbing, almost supernatural dimension. Suddenly, wherever Don was, rain mysteriously began to appear, leaving his friends to wonder if he had somehow been possessed. But for Don Decker, the rain was only the beginning. Perhaps you can help unravel it on Unsolved Mysteries. Salut Christian, on est dans un autre épisode des Mystères irrésolus. Oui, de Unsolved Mysteries. J'aime tellement la trame, là. Ah, écoute, c'est resté un classique. Tous les gens qui ont vu qui ont regardé cette série-là, dès qu'on entend les premières notes de la musique, évidemment, on l'associe. C'est un peu comme la série X-Files, tu sais, ce sont des thèmes musicaux qui restent marquants, t'sais. Et, dans le cas, ce qu'on vient d'entendre, c'était l'introduction de l'émission numéro 21 de la saison 5. Wow, c'est précis! Oui, qui était diffusée durant la saison, l'automne-hiver 1992-1993. Et on parlait de l'histoire de Don Decker. Écoute, c'est une histoire qui encore aujourd'hui, en 2023, n'a pas trouvé d'explication vraiment convaincante. Moi, j'ai lu à peu près toutes les tentatives que les sceptiques ont proposées. Puis, je le cacherai pas, les gens me connaissent. Je suis plutôt favorable aux explications dites sceptiques. Hein. Je me définis moi-même un peu comme un sceptique et adhérer à des hypothèses un peu fantastiques, surnaturelles. Il faut vraiment avoir une bonne dose d'éléments pour pouvoir me convaincre de ça. Et dans le cas de Don Decker, j'ai été surpris de voir que toute la littérature sceptique se sont attaqués à cette histoire-là, ont trouvé en fait absolument rien pour supposer la fraude ou proposer une explication rationnelle. On y va dans des spéculations qui, dans certains cas, je dois t'avouer, puis on va revenir sur les tentatives d'explication, mais certaines tentatives d'explication qui m'apparaissent plus extraordinaires que d'essayer de croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends? Je dis, ben là, à un moment donné, là, je veux bien croire au hasard, mais tu sais, le gars tombe, puis par hasard, il y a une voiture qui arrive, par hasard, c'était la voiture de son grand-père qui l'a frappé, par hasard, son grand-père est mort le même jour. Ben là, ça écoute, commence à en faire beaucoup. Là, tu dis, là, je veux bien, là, mais ça commence à faire beaucoup. Effectivement, et dans le cas de Don Decker, c'est un peu dans cet univers-là qu'on se trouve. Donc, une histoire assez troublante, qui s'est déroulé sur une courte période. On parle de quelques jours. Et qui encore aujourd'hui, l'événement dont je te parle s'est produit en 1983, donc en février 1983. On fait donc techniquement, pratiquement jour pour jour, le 40e anniversaire de l'histoire de Don Decker et pour laquelle on n'a pas d'explication, à tout le moins pas d'explication vraiment convaincante. Et ce sont des phénomènes qui ont été rapportés, qui fait osciller un peu cette histoire-là entre le phénomène de la
dire de la perception extrasensorielle ou les manifestations de pouvoir extrasensoriel, télépathie, télékinésie, poltergeist, et avec ça on retrouve un élément dit de possession qui peut être un élément lié aux convictions religieuses des gens qui ont été impliqués dans l'histoire. Hein. C'est souvent un peu le cas lorsque l'on parle de phénomènes de possession. On est d'abord en présence de phénomènes souvent qui seront des phénomènes de poltergeist, comme ce fut le cas par exemple dans cette histoire de possession diabolique qui a inspiré le film L'Exorciste. Hein, il faut se rappeler que le film est sorti en 1973. Dans le film, c'est une adolescente qui est possédée par le diable, et on a appris au moment où le film était sorti sur les écrans par une indiscrétion du scénariste qui est le même qui avait écrit le roman un an plus tôt, William Peter Blatty, et qui nous avait révélé à ce moment-là que cette histoire-là, il l'avait pas entièrement inventée. En fait, il avait été inspiré par une histoire qu'on lui avait racontée à l'université de Georgetown, qui était des prêtres jésuites, et un prêtre jésuite qui avait raconté qu'il avait côtoyé des prêtres qui avaient été impliqués à la fin des années 40 dans un exorcisme. Et c'était l'exorcisme d'un jeune homme en banlieue de Washington, D.C. qui s'appelle Ronald Unkeler. Et là aussi, on avait des phénomènes dits de poltergeist, donc des coups frappés dans les murs, des lits qui sautillaient. Et comme la famille... C'est une famille luthérienne, mais comme on croyait beaucoup c'est une famille luthérienne, mais certains membres de la famille s'intéressaient beaucoup au spiritisme. On avait initié le jeune Ronald Unkeler aux planchettes Ouija. Sa tante l'avait initié à la planchette Ouija, et après son décès, donc lorsque les manifestations ont commencé, je parle du décès de la tante, bien sûr, lorsqu'elle est décédée, les manifestations commençaient à se produire dans la maison des Unkeler. Et comme ils croyaient, ces gens-là, à la survie de l'âme, au spiritisme et à la religion du spiritisme qu'on appelle le spiritualisme, ils se sont mis d'abord à croire que c'était tante Tilly, comme ça, qui se manifestait de l'au-delà puis qui frappait dans les murs. Et puis éventuellement, ils ont rencontré d'autres curés qui les ont convaincus que c'était pas tante Tilly qui se manifestait de l'au-delà, mais plutôt le diable. Donc ils se sont rattachés à cette tentative d'explication. Mais au départ, on était en présence de phénomènes de type poltergeist qu'on a souvent parlé à l'émission. Et ce soir, tu vas voir, on se retrouve un peu dans ce même contexte. Il y a des gens autour de Don Decker qui sont des gens qui sont très religieux, qui vont vite interpréter les phénomènes comme étant des phénomènes de possession. Donc, à savoir maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment une entité diabolique ou est-ce que c'est une espèce de fixation que Don Decker a fait en fonction de ce que les gens autour de lui voyaient ou interprétaient? Ça reste ça reste sujet à interprétation. Mais donc, commençons immédiatement par l'événement lui-même. On se trouve en 1983, comme je l'ai mentionné, on est le 24 février 1983. Et Donald Decker, dit Donnie ou Don, il est autorisé à sortir de prison pour assister aux funérailles de son grand-père, un certain John Kispa, qui a 63 ans. Il faut savoir que Don Decker, qui a 21 ans, lui, il est détenu à la prison du comté de Monroe pour des petits crimes, larcins, recel d'objets, tout ça. Donc, il est incarcéré à la prison du comté et il est en attente d'un procès et il risque de 4 à 8 mois de prison pour ce recel d'objets. Donc, on faut pas se le cacher, Don Decker n'est pas un enfant de cœur, là. Donc, on l'autorise à sortir de la prison pour quelques jours. En fait, c'est une permission de 4 jours qu'on lui donne pour qu'il puisse assister aux obsèques de son grand-père. Il se rend donc au salon funéraire qui se trouve à Stroudsburg. On est en Pennsylvanie. Et il est là avec toute la famille, les gens et amis qui font une veillée funèbre là, devant le cercueil, tout ça. Mm-hmm. Et ce que Don Decker, lui, lorsqu'il est là, il est assis parmi l'assemblée, il entend les gens, évidemment, qui se défilent au micro, puis c'est toujours la même chose. C'était tellement un bon gars, puis il était tellement gentil, puis il était tellement ci, puis tellement ça. J'ai hâte de voir ce qu'on va dire à mon décès. Ben, certain que tu vas avoir des gens qui vont dire la même chose. Puis moi en tout cas, la première. Donc, les gens étaient très dithyrambiques pour le grand-père décédé, mais c'était pas l'avis de Don Decker qui, lui, détestait son grand-père. En fait,
n'eût été que de lui dans un état normal, il n'aurait pas demandé un congé de la prison pour aller assister aux funérailles. Mais bien sûr, comme il est derrière les barreaux, toute occasion est bonne pour un peu de liberté, donc il a fait jouer que son grand-père était décédé. Mais s'il avait été en liberté, probablement que Don Decker n'aurait pas assisté aux obsèques de son grand-père. C'est un vieil homme, il a 63 ans. C'est décédé, c'est ça qui est décédé d'une cirrhose du foie, il était pas si vieux que ça. Bon, il avait 63 ans, il est décédé d'une cirrhose du foie. C'est un alcoolique invétéré et c'était également un abuseur. Et il a apparemment abusé de Don depuis l'âge de 7 ans. Je recule le tape, c'est le même qu'on disait que c'était un bon monsieur, là? Oui, c'est ça, c'est lui. Donc, les gens sont là, ils défilent, puis c'est un bon monsieur. Mais les gens peut-être connaissent pas ce petit côté... givré. Ouais, c'est comme tu dis, son petit côté givré. Et là, Don Decker est assis dans la salle, puis lui, ben évidemment, on n'ose pas intervenir. Il aurait envie de se lever puis de dire, écoutez, là, je pense qu'on parle pas du même homme. Moi, mon grand-père que je connais, c'est pas l'homme gentil, aimant que vous me parlez. C'est un vieux bonhomme, alcoolique, abuseur, etc. C'est un peu le sentiment qu'il ressent, alors que les gens défilent et parle au micro et ne manque pas d'épithètes pour décrire la gentillesse et la bonté de ce grand-père décédé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en Don Decker. Il est assis et là, soudain, il y a comme il sent une colère qui monte en lui, mais en même temps, il a l'impression qu'une autre volonté se substitue à la sienne. Bon, on pourrait parler d'un dédoublement de la personnalité, une personnalité limite, mais bref, il a l'impression de sentir cet autre qui entre en lui. Et des gens qui sont autour de lui, parce que tu comprendras que toute la famille, les amis sont là, et il y a juste assis près de lui, il y a 2 bons amis à lui, qui sont également des amis de la famille, Bob et Jenny Kiefer, et qui le voient un peu, la tête penchée, les traits crispés, et là, ils ont l'impression qu'il est comme sur le bord de faire une crise. Alors, il lui tape sur l'épaule en disant, viens, on va aller dehors, griller une cigarette, tout ça, pour décompresser. Et là, Don les accompagne à l'extérieur. Don ne leur mentionne pas qu'il en veut à son grand-père parce qu'il a été abusé, puis il accuse bien sûr aussi ses abus d'avoir eu un impact sur sa vie. Si aujourd'hui, Don Decker se définit un peu comme un mauvais garçon, il accuse un peu son grand-père de l'avoir un peu brisé, de l'avoir amené un peu comme ça dans cette voie de la criminalité. Mais il n'en souffle mot à personne. Il est donc à l'extérieur, grille sa cigarette, parle avec ce couple, Bob et Jenny Kiefer, et il leur dit, je sais pas, je me sentais pas bien. Et là, on décide de ne pas retourner à l'intérieur de l'église. Et comme la permission dont bénéficie Don Decker est une permission de 4 jours, le couple décide, lui disent, tu peux aller loger à l'hôtel, mais comme on habite tout près, puis on a une chambre d'amis, on t'invite à venir passer les 3-4 prochains jours à la maison avant de retourner à la prison du comté. Et ce qu'accepte Don avec enthousiasme. Donc, il se retrouve chez les Kiefer. Et ils louent une petite maison à 2 étages. Quand je dis 2 étages, on a un rez-de-chaussée et un premier étage. Et la chambre d'amis en question se trouve au premier étage. Donc, Don Decker débarque là avec son pack-sac et ses amis. Et on se prépare pour le repas du soir. Donc, Don, à ce moment-là, s'excuse, monte à la salle de bain du premier étage, fait sa toilette, lave les mains, tout ça. Et à ce moment-là, à nouveau, cette sensation, cette oppression prend possession de lui. Et au moment où il se sent presque entré en transe, il lève les yeux et voit dans la fenêtre, on parle ici d'une fenêtre au 2e étage, il regarde vers la fenêtre et il a l'impression de voir derrière la vitre, c'est un peu une image floue, mais le visage d'un vieil homme qui le regarde et qui n'est pas son grand-père. Donc, ce vieil homme qui le regarde, il a l'impression que l'homme a une espèce de couvre-chef, une couronne ou un chapeau haute forme, mais quelque chose sur la tête. Et au moment où ce personnage qu'il voit dans la vitre le regarde, et au moment où le regard se croise, Don Decker sent une violente douleur sur son avant-bras droit.
Et à ce moment-là, la figure dans la vitre disparaît. Don Decker relève la manche de sa chemise et voit que sur son avant-bras, il y a une espèce de grosse égratignure d'où le sang coule, comme s'il avait été griffé par un animal. Donc, il s'essuie ça, lave ça, désinfecte, et puis bon, voilà, on n'en parle plus. Et au moment où il fait ça, il entend au pied de l'escalier son ami, là, Bob Kiefer, qui l'appelle en lui disant, écoute, tu descends, le souper est prêt, tout ça. Donc, Decker sort de la salle de bain. Encore une fois, il ne souffle pas mot de ce qui vient de se passer, ni non plus de ce sentiment d'oppression qu'il a ressenti pour la deuxième fois ce jour-là, ni non plus de l'apparition derrière la vitre. Il descend, rejoint ses amis à la cuisine. Et il faut comprendre c'est une grande pièce où la cuisine et le salon est un peu dans un air ouvert. Donc Don Decker est assis à la table de la cuisine et alors qu'on se prépare à servir le repas, il se sent à nouveau comme envahi par cette sensation qu'il a ressentie quelques minutes plus tôt. Et à ce moment-là, il se met à pleuvoir dans la maison. Hein? Ben voyons. Tu as bien entendu, il se met à pleuvoir dans la maison. D'ailleurs, l'histoire de Don Decker est souvent définie, en anglais, on l'appelle le Rain Man. C'est l'histoire du Rain Man de Pennsylvanie. Donc, il se met littéralement à pleuvoir dans la maison. Donc, des grosses gouttes d'eau s'écoulent du plafond, des gouttes d'eau également suintent des murs. Et là, évidemment, Qu'est-ce que c'est la maison pleurait, là? Ouais, donc oui, ta réflexion, elle est tout à fait propice à la situation. Okay. Donc, on a l'impression que il pleut dans la maison. Ce que le couple Kiefer constate, c'est que ils ont d'abord, au début, ils croient que l'eau sort du plafond et que l'eau s'écoule des murs. Mais quand ils regardent, ils ont plutôt l'impression que c'est comme si la pluie ou les gouttelettes d'eau apparaissaient simplement dans l'air. Et ce qui les étonne d'autant plus, c'est que si certaines gouttes semblent s'écouler du plafond, d'autres gouttes semblent s'élever du plancher vers le plafond. OK, à l'inverse. Donc là, on est à l'encontre des lois de la physique. Là. On voit des gouttes d'eau qui sortent du plancher et montent vers le plafond. Mais le bon sens nous dit c'est pas possible. Donc, la première réflexion de Bob Kiefer et de Don Decker, qui est assis à la table, qui ne bouge pas, il est comme penché, prostré, comme s'il était en transe. Et là, la première réaction, c'est de se dire, il doit y avoir un écoulement d'eau quelque part. Donc, Bob Kiefer monte au deuxième. Il s'assure qu'il n'y a pas le bain de la salle de bain du deuxième n'est pas en train de déborder, qu'il n'y a pas un lavabo qui se remplit d'eau. Il n'y a rien de ça qui se passe. Tout est parfait. Et comme il n'arrive pas à trouver d'explication, il décide d'appeler le propriétaire qui n'habite pas loin d'ailleurs, à quelques maisons. Il s'agit de Monsieur Van Wy. Donc, il l'appelle, il lui explique, écoute, il y a comme de la pluie qui s'écoule, de l'eau qui s'écoule du plafond, qui s'écoule des murs. Alors, Monsieur Van Wy décide de se rendre sur place. Ici, faut préciser que Monsieur Van Wy, tout comme les Kiefer, ce sont des gens qui sont excessivement religieux. Donc rapidement on fait appel au bon Dieu, puis on voit vite le diable un peu partout. Donc c'est bien de mettre le contexte religieux en perspective. Donc Monsieur Van Wy arrive à la maison, Kiefer lui dit viens avec moi, et là il voit bien que en entrant dans la pièce qu'il y a cette pluie qui semble couler à la fois du plafond, des murs, et même ces gouttelettes qui semblent s'élever du sol et remonter vers le plafond. Et ce qui est important de retenir, c'est que cette situation-là n'existe que dans cette pièce. En les autres pièces de la maison, par exemple, les chambres, les salles de bain ou les chambres, elles ne sont pas, il y a pas cette pluie-là à l'intérieur. Il y a que cette grande pièce commune entre la cuisine et le salon où il y a ces écoulements d'eau. Donc, Monsieur Van Noy, qui connaît bien sa maison puisqu'il en est le propriétaire, monte dans la pièce, fait le tour lui aussi. Et ce qui le frappe, c'est que là où il y a apparemment de l'écoulement d'eau, il n'y a pas de tuyau qui passe à cet endroit-là.
Donc, si c'était un tuyau qui s'était brisé à l'intérieur du mur ou du plafond, ben il y a des endroits très précis, là où passent les tuyaux, où l'eau aurait dû s'accumuler et couler. Or, il n'y a pas ça. L'eau semble s'écouler de manière uniforme, un peu partout à travers le plafond. Et ce qui semble d'autant plus étonnant, c'est quand on y regarde de près, la goutte d'eau semble apparaître et tomber, mais il n'y a pas cette espèce de tache d'humidité qui se forme sur le plafond. Hein? C'est vraiment comme la goutte qui apparaît et qui tombe. Bref, c'est tellement étonnant. Tous les gens qui sont là sont si surpris de voir ça. Et il y a toujours ce Don Decker qui est prostré sur sa chaise, qui répond pas, qui semble en état de transe. Alors, ce que Monsieur Van Wy décide de faire, il est tellement étonné par ce qu'il voit qu'il appelle sa femme. Et là, il lui explique ce dont il est témoin. Il dit, ben voilà, je viens d'arriver à la maison sur l'appel des Kiefer, je vois cette pluie qui coule. Et d'un commun accord, il décide que la bonne chose à faire à ce moment-là, c'est d'appeler le service de police. Évidemment, on peut se demander, bon, t'as de l'eau qui s'écoule dans la maison chez vous, c'est quand même curieux que tu penses d'appeler la police. Ça fait partie au Québec des vins ou au Canada, les 20 appels les plus inusités, là. Ouais, ça fait le palmarès à la fin de l'année. Quand tu t'appelles la police pour un dégât d'eau, là. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis, ouais, j'ai un dégât d'eau. Tu devrais appeler Calinette, mais bon. Oui, c'est finalement, ça. Eux décident d'appeler la police. Et là, il y a deux policiers. Deux très bons policiers chevronnés qui ont de longues années de carrière comme patrouilleurs. Ils se sont dit, aujourd'hui, c'est pas notre journée, on n'a pas fait ces études-là pour ça, mais on est là pareil. Oui, donc les deux policiers, c'est Richard Walbert puis John Bojan qui se rendent sur place. Et là, donc, ils débarquent en voiture. Dès qu'ils débarquent, ils sont rejoints à l'extérieur par les Kiefer et par Monsieur Van Wy. Et là, ils disent, ben, faut que vous voyez de vous-même ce dont on veut vous montrer. Et là, les policiers sont un peu réticents. On s'est dit, ben là, dites-nous parce qu'au départ, ils veulent pas entrer dans la maison, hein. Ces gens-là sont comme un peu affolés. Est-ce que c'est un traquenard? Les policiers essaient de les calmer en disant, racontez-nous ce que vous voulez, puis là, ensuite, on verra si c'est justifié pour nous d'entrer ou non dans la maison. Mais encore une fois, ces gens-là sont tellement excités que finalement, les policiers décident de les accompagner et entrent dans la maison. Et là, ce qu'ils voient, évidemment, les clouent littéralement sur place. En entrant dans la maison, les policiers vont témoigner par la suite en disant, ben, dès qu'on est entré dans la maison, après quelques minutes, on était trempés. Il y avait de l'eau qui coulait de partout, des plafonds, des murs, on le voyait très bien. Et on a vu l'eau qui s'élevait du sol, mais un des policiers dira, c'était plus que ça, l'eau pouvait se déplacer également de manière horizontale, c'est-à-dire que l'eau qui s'écoulait, écoute, il faut essayer de l'imaginer, là. L'eau qui s'écoulait du mur ne tombait pas vers le sol. C'est comme si elle partait, littéralement, elle traversait la pièce à l'horizontale pour aller finir à l'autre bout de la pièce. Hein? Et un des policiers dit, j'ai même eu l'impression que ces gouttes d'eau m'ont traversé le corps à un moment donné, tu sais. Moi, ce qui me fascine, c'est le temps. Il s'est écoulé combien de temps, littéralement, depuis le moment où des premières gouttelettes jusqu'à l'arrivée des polices? Je te dirais qu'on a à peu près 3 heures qui se sont écoulées depuis que les premières gouttelettes sont apparues dans la maison et lorsque les policiers arrivent et constatent le phénomène en question. Quand même! Donc, oui, ça se fait relativement vite. Et là, les gens sont excités par ce qui se passe. Et les policiers, eux, disent, ben voilà, on veut... Parce qu'il y a toujours un peu l'idée, est-ce qu'on est en présence d'un canular, une supercherie? Parce que ça paraît un peu comme ça. Écoute, il pleut dans la maison. Alors les policiers demandent aux gens de quitter la maison puis pour que eux puissent voir si le phénomène va continuer. Et ce que monsieur Van Wy, le propriétaire, lui, préfère ne pas faire. Hein, il dit aux policiers, il dit non, si vous voulez inspecter, c'est ma maison, je sais où sont les tuyaux. Parce que tu comprendras que les policiers, ça a été aussi leur première réflexion. Est-ce qu'il pourrait pas s'agir d'un bris de tuyau, puis là, il y aurait de l'écoulement. Alors, Monsieur Van Wy dit, ben moi, Monsieur Van Wy, d'ailleurs, qui a été rejoint par sa femme, entre-temps, au moment où les policiers arrivent. Et là, Monsieur Van Wy et son épouse disent, nous, on va rester, on est les propriétaires de la maison, mais le couple Kiefer et Don Decker acceptent, eux, de quitter la maison
et d'aller manger une pizza au restaurant d'en face, le temps que les policiers fassent le tour de la maison avec M. Van Wye pour déterminer s'il ne s'agit pas d'un tuyau, effectivement, qui se serait brisé. Et dès qu'ils sont sortis à l'extérieur et qu'ils se dirigent vers la pizzeria, la pluie cesse à l'intérieur de la maison. Donc, les policiers, comme M. Van Wye, sont convaincus maintenant que le phénomène est lié à une des 3 personnes qui vient de quitter la maison. Ou bien le couple Kiefer ou Don Decker, mais c'est clair que dès que ces gens-là ont franchi le seuil de la porte, la pluie a cessé. Pendant ce temps-là, pendant que les policiers quand même continuent de faire le tour de la maison pour essayer de comprendre un peu la nature du phénomène, les Kiefer et Don Decker se rendent à la pizzeria qui est pratiquement en face de la maison. Et là, dès qu'ils entrent dans la pizzeria, la pluie se met à tomber à l'intérieur du restaurant. Ça a juste été déplacé. Ouais, c'est ça. Donc, il s'assoit à la table, commence à consulter le menu, tout d'un coup, plaque, des gouttes d'eau commencent à tomber sur leur table et à tomber sur la table des autres clients du restaurant. La responsable du restaurant, la gérante, Pam Scofano, elle les connaît, les Kiefer, parce qu'ils habitent la maison d'en face, puis ils viennent souvent manger des pizzas. Donc, quand la pluie commence à tomber, elle va les voir. Et là, on commence à jaser, il explique que c'est curieux, ce phénomène. Et Pam Scofano, elle est aussi très religieuse. Et là, quand elle regarde Don Decker, qui est assis à la table, il a toujours cet état très prostré. Il n'est pas absent quand on lui parle, il parle, mais on voit bien que entre l'incident de l'après-midi où il assistait aux funérailles, en fait, à la veillée funèbre du grand-père, et là maintenant, on n'est plus en présence du même individu. Il prend part à la conversation, mais son regard semble absent. Il prend du temps à répondre. Et là, Pat Scofano dit au Kiefer, elle dit, je pense que Don est possédé. Et elle va derrière le comptoir, prend un crucifix, et lorsqu'elle revient à la table, il le colle sur la main de Don Decker. Decker retire sa main en disant, ça brûle. Alors pour eux, comme le disait si bien la possédée dans l'exorcisme, ça brûle! C'est ça. Non, mais elle a été quand même sur le X tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Donc, elle est convaincue qu'elle est possédée. Les Kiefer, qui sont très religieux, croient effectivement aussi que Don Decker pourrait être possédé. Alors que lui, Don, même s'il se sent bizarre depuis quelques heures, depuis la fin de l'après-midi, il se sent comme envahi par ce quelque chose, ce sentiment qu'il n'arrive pas trop à définir. Lui, évidemment, rejette cette histoire-là. Il dit non, c'est je me sens pas bien, je suis un peu étourdi, mais bon, je suis pas possédé par le diable. Mais il n'a pas d'explication pourquoi la pluie se met soudainement à couler autour de lui. Bref, ils vont décider de quitter le restaurant avant que tous les autres clients aient quitté le restaurant parce que leur poutine a été envahie d'eau. C'est ça, ben oui. Fait que eux, ils quittent et décident de retourner à la maison. Et lorsqu'ils reviennent à la maison, les Van Noys, monsieur et madame pas Van Noys, mais Van Wye sont toujours là. Ils en sont à évaluer les dégâts causés par l'eau. Les policiers ont quitté à ce moment-là. Donc, les Kiefer et Don arrivent à la maison. Et là, dès qu'ils franchissent le seuil de la porte, à nouveau, les murs commencent à se suinter d'eau. De l'eau commence à s'écouler du plafond. Donc, les phénomènes reprennent. Et là, il est clair que ce sont eux qui sont liés à ce phénomène-là. Donc, là où ils se déplacent, le phénomène se produit. Et comme ce phénomène ne s'est jamais produit avant l'occupation des Kiefer, M. Van Wye conclut que c'est sûrement Don Decker qui est le responsable. Et puisqu'il est d'ailleurs dans un état second un peu mystérieux, alors il y a une altercation qui se produit dans la cuisine. Et là, M. Van Wye confond littéralement Don en lui disant « Mais qui es-tu? Tu viens ici, on t'a jamais vu, puis là t'arrives ici et soudainement l'eau se met comme ça à couler des murs. C'est le bordel. C'est le bordel. Et là, au fur et à mesure où la conversation
discussion s'anime sur le comptoir et sur le four qui est juste là dans la cuisine. Il y a des chaudrons, des casseroles qui sont là et elles commencent à vibrer, à sautiller dans l'air et elles sont lancées comme ça à gauche et à droite. Et Don Decker, à ce moment-là, va se soulever du sol dans une forme d'état de lévitation. Il entre à ce moment-là littéralement en transe, se soulève, il est debout, il se soulève à peu près, grosso modo, à une vingtaine de centimètres du sol, 7-8 pouces à peu près du sol. Il flotte debout dans l'air, comme en état de transe, et à ce moment-là, il est repoussé vers un mur, et au moment où il frappe le mur, ben là, il sort de son état de transe, et là, tout ça s'est produit devant les yeux de l'Assemblée, donc du couple Van Wye, monsieur et madame Van Wye, et en même temps devant les yeux de ses amis, les Kiefer, qui ont assisté à la scène. À ce moment-là, donc, la situation est excessivement troublante, et on le comprend, À peine. Alors, après cet incident-là, donc, on en arrive à la conclusion que certainement Don Decker est certainement possédé. Donc, on décide de rappeler la police. Donc, le même soir, ça passe dans la même soirée, ça fait une soirée occupée. Donc, le même soir, on rappelle les policiers. Et encore une fois, ce sont les agents, les mêmes agents qui sont allés un peu plus tôt dans la soirée, qui reviennent. Mais cette fois-là, ils sont accompagnés de leur chef. Et au moment où ils arrivent sur place, le chef fait le tour de la maison, on voit bien l'eau qui coule du plafond, qui coule des murs, et alors que les policiers essaient de dire, ben vous voyez, chef, on vous avait pas menti, il y a de l'eau qui coule partout. Le chef, qui est comme une attitude excessivement sceptique, lui décide il dit non, ça regarde pas la police, c'est une histoire de plomberie, ou ça regarde les pompiers, c'est pas à nous de nous occuper de ça. Visiblement, ou bien il ne veut pas croire à ce qu'il voit, ou bien il refuse d'y croire, mais bref, il va même jusqu'à dire à ses policiers, je veux pas que vous fassiez de rapport là-dessus, faut pas qu'on parlez pas de ça, puis s'il y a quelque chose qui se passe, ben appelez les pompiers, mais c'est pas du ressort de la police. Est-ce quasiment à dire qu'il avait peur, hein? Oui, c'est ça. Donc, on comprend pas trop la motivation parce que les policiers en question, les deux policiers qui sont arrivés sur place, là, Richard Walbert puis John Bojan, eux vont témoigner de cette histoire-là. D'ailleurs, on a entendu là l'introduction, l'émission de Unsolved Mysteries. On les voit d'ailleurs, les policiers à l'émission d'Unsolved Mysteries, témoigner de ce qu'ils ont vu. Et pour eux, il y a aucun doute que ces événements-là étaient bien réels. Okay. Et j'ai pu voir... On va voir à la fin de notre histoire, mais il y a eu une espèce de rebondissement dans cette histoire en 2012. Et là, en 2012, on est quand même là, pratiquement là, 40 ans après. 30 ans après les événements. Puis un des policiers qui est devenu depuis le chef de la police, les journalistes sont allés le voir, puis il a dit, moi, j'ai rien de plus à vous dire que ce que j'ai dit il y a 30 ans. L'eau coulait des plafonds, l'eau coulait des murs, et à mon avis, il n'y avait rien d'explicable dans ce phénomène-là. Mais bref, ce soir-là, ce soir du 24 février 1983, le chef et ses collègues disent, écoute, c'est sûr que c'est pas du ressort de la police, appelez les pompiers, faites quelque chose, mais ça ne nous regarde pas. Alors, à ce moment-là, on décide... Dans la soirée, comme l'heure avance, il n'y a plus grand-chose que l'on peut faire. Donc, ces gens-là vont sortir une Bible, ils vont se mettre à lire des psaumes dans la Bible en espérant que la situation va se calmer. Mais pendant ce temps-là, la pluie continue de suinter, ou l'eau continue de suinter des murs, des plafonds. Ça devient même assez agaçant parce que là, visiblement, il y a des dommages qui vont entraîner des fortes réparations, parce que tout le placo-plante s'imbibe de l'eau qui suinte, etc. Dès le lendemain matin, les Kiefer vont contacter le prêtre de la paroisse parce qu'ils veulent expliquer ce qui se passe. Ils sont persuadés que Don est possédé du diable et à partir de cette possession, les phénomènes qui ont suivi sont visiblement liés à cet état. Mais le premier prêtre lui raccroche la ligne au nez et les 3 ou 4 autres prêtres qu'ils vont contacter, eux, refusent de se rendre sur place en disant non, c'est pas possible, ça ne nous concerne pas. Et faut dire que c'est vrai que la possession diabolique à ce moment-là,
avec on en avait beaucoup parlé au même moment et les journaux avaient parlé de la refonte du rituel de l'exorcisme, notamment Jean-Paul II qui avait demandé à ce qu'on repense à l'exorcisme. Et là, le phénomène est comme un peu éclipsé, puis les prêtres veulent pas trop se mêler de ça, les prêtres catholiques, sur les recommandations de Jean-Paul II. On attend la refonte de l'exorcisme. Et la position du Vatican à l'époque, c'est s'il y a un cas de possession diabolique, appelez d'abord les psychologues et les psychiatres avant d'appeler les curés. Donc c'est un peu la position. Et la police, recule. Ouais, la police, oui. Alors c'est un peu la position des curés à l'époque. On est une espèce de position assez ambivalente avec les derniers communiqués du Vatican, la position de Jean-Paul II par rapport à l'exorcisme. Donc on veut pas trop, j'allais dire, on veut pas trop se mouiller. Elle est bonne, ça laisse. Elle est très bonne. Fait que, donc, eux refusent catégoriquement. Fait que finalement, les Kiefer vont se tourner vers une espèce de petite église locale, un peu dissidente, et il y a au lieu d'avoir un prédicateur, on a une prédicatrice religieuse d'obédience qui se définit comme d'obédience catholique, même si elle est marginale par rapport à l'Église catholique, qui dit qu'elle va passer dans l'avant-midi pour voir de quoi il en retourne. Pendant ce temps-là, croyez-le ou non, il y a 2 nouveaux policiers qui se présentent à la maison, les agents William Davis et John Rundle, parce que eux, évidemment, tout le monde au poste parle que de ça. Ah, fait qu'ils veulent aller voir pour le croire. Exactement. Ah, des ouéreux. Des ouéreux, et comme disaient Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Oui, c'est donc bien drôle. Et ça me fait penser ce passage-là. Je fais qu'un petit aparté, là, mais j'ai enquêté à un moment donné sur une histoire de poltergeist qui s'était produite à St. Catharines, en Ontario. Okay. Et il y avait des manifestations de ce type-là qui se produisaient, des manifestations de poltergeist. Les meubles bougeaient, il y avait un lit qui se soulevait, tout ça. Et c'est amusant parce que dans les jours qui ont suivi, au départ, la famille, ne sachant pas quoi faire, ils ont fait exactement comme dans le cas présent. Ils ont contacté les policiers de St. Catharines qui se sont rendus sur place et qui ont été témoins de ces phénomènes, hein, le lit qui se soulevait du sol, les meubles qui bougeaient. Et quand les policiers sont retournés au poste, évidemment, ils ont rempli un rapport. Et là, tous les policiers au poste qui rentraient, entendaient parler de l'histoire-là. Tu sais, hey, John, hier, là, il est allé à une maison sur Church Street. Il paraît qu'il y avait un lit qui flottait dans l'air. Fait que là, tous les policiers, dans les jours qui ont suivi, tous les policiers de St. Catharines se sont donné rendez-vous dans la maison du 237 Church Street pour voir ces phénomènes de leurs propres yeux. Donc, on est à peu près ici dans la même situation. Donc, les policiers prennent leur quart de travail le matin. Ils apprennent que la veille, leurs compagnons leurs collègues sont allés dans cette maison où ils voyaient de l'eau qui s'écoulait du plafond. C'est quasiment t'es allé sans moi. On va y aller. C'est ça. Fait que, on va aller loin. Je suis sûr que vous aviez pas consommé quelques petites bières avant de vous rendre là. Donc, les policiers se rendent à leur tour sur place et ils sont témoins, eux aussi, de ces manifestations. Donc, lorsqu'ils arrivent sur place, il est à peu près 9h en matinée. Don Decker est assis, est étendu sur le divan dans le salon et les Kiefer sont avec lui et on lit des passages de la Bible. Donc, les policiers arrivent à ce moment-là et ils constatent le phénomène qui n'a pas cessé. Donc, il continue à avoir de l'eau qui s'écoule des plafonds, des murs. Et les policiers demandent à Don Decker de fermer les yeux, de se tourner et on va mettre dans sa main des objets. Et à un moment donné, on met comme un crucifix. Puis là, il dit que ça brûle. Donc, eux aussi arrivent à la conclusion que Don Decker doit être possédé du démon. Et au moment où ils font cet exercice, donc de mettre des objets dans la main de Don Decker, au moment où cette expérience-là se fait, Don Decker, dès qu'il touche le crucifix, non seulement il dit que ça brûle, mais à ce moment-là, il tombe encore une fois dans un état de transe profond et à nouveau une seconde séance de lévitation, mais cette fois devant les yeux des policiers. Là. Donc Decker, qui est debout, tombe comme dans un état un peu catatonique. Il est soulevé du sol, encore une fois, je te dirais 15-20 cm du sol, avant d'être lancé contre le mur. Et quand il frappe le mur, il s'écroule, semble sortir de sa léthargie à ce moment-là. Les 2 policiers, encore une fois, je le répète, c'est les agents Davis et Rundle, qui eux aussi ont témoigné de l'expérience, se précipitent aux côtés de Don Decker, qui est étendu, qui vient de sortir un peu de sa transe.
Et il remarque de chaque côté de sa gorge 2 marques qui rappellent un peu comme les griffures d'un animal, et il y a du sang qui s'écoule. Et comme ils ont été témoins de toute la scène, ils sont évidemment persuadés que c'est pas Don qui a pu se graffiner à ce moment-là. Tout ça s'est produit devant leurs yeux. Donc pour eux, il ne fait aucun doute qu'ils sont en présence d'un phénomène de type surnaturel. Donc après, ils vont quitter les lieux au moment où arrive sur place la fameuse prédicatrice. Et donc elle arrive sur place et elle va se joindre avec les Kiefer et tout le monde autour. On va essayer de faire des prières de libération pour permettre à Don Decker de se libérer de cette curieuse entité malveillante qui maintenant, depuis à peu près 24 heures, a pris, semble-t-il, possession de son corps. Et ça va, semble-t-il, fonctionner. Donc l'eau cesse de couler des murs. Don Decker semble revenir à lui, il a l'impression de se sentir soulagé, libéré, plus léger, et il va finir sa période, son congé du pénitencier, il va finir son congé chez les Kiefer au cours des 2 jours qui vont suivre. Il n'y aura pas à nouveau d'eau qui va couler des murs, il n'y a pas d'autres manifestations surnaturelles qui vont se produire, donc on a l'impression que ce petit épisode de possession qui a duré à peu près 24-36 heures est terminé. Et après son congé du pénitencier, donc Don Decker arrive le début de la semaine. Il retourne à la prison du comté de Monroe. Et lorsqu'il arrive à la prison du comté, comme d'autres policiers ont été témoins, parce que c'est un petit univers, là. Donc les policiers qui ont été témoins des manifestations en ont parlé autour d'eux. Il y a un journal local qui a parlé également de cette histoire-là. Donc lorsque Don Decker revient au pénitencier, les gardiens de la prison ou bien ont lu l'article dans le journal local, ou bien ils ont entendu parler de l'histoire par d'autres collègues policiers à qui les agents qui ont été témoins des manifestations se sont confiés. Donc, lorsque Don Decker entre à nouveau au pénitencier du comté de Monroe... Il est devenu une petite vedette. Il est devenu un peu une vedette. Tu sais, les policiers lui disent, ils l'accueillent en disant, ça fait 4 jours ou 5 jours t'es parti d'ici, puis là, t'as fait parler de toi. Durant ces 5 jours-là, là, on entend parler de toi partout. Là. Donc, Decker revient au pénitencier, il retrouve sa cellule, et là, autour de lui, les autres prisonniers, on l'agace un peu, voyons, c'est pas possible, comment t'as fait ça, tu les as trompés, tu les as bernés. Et à ce moment-là, Don Decker dit, un de ses compagnons de cellule lui dit, si c'est vrai, pourquoi tu fais pas pleuvoir dans la cellule? Ouais, et soudainement, Don Decker ressent à nouveau cette sensation de possession qui reprend le contrôle de lui-même. Et il a l'impression qu'il pourrait le faire. Il y a comme une voix en lui qui lui dit qu'il peut contrôler cette volonté. Et effectivement, il se concentre et il se met à pleuvoir dans sa cellule. Donc l'eau soigne du béton, soigne du plafond en béton. Et là, les gardiens qui sont dans le corridor, les co-détenus dans les cellules voisines sont témoins de cette manifestation. Et il y a même un des gardiens qui est là, qui lui dit, si tu es capable de contrôler ce pouvoir de la pluie ou de l'eau, puis tu peux le contrôler à distance, pourquoi tu ne fais pas pleuvoir également dans le bureau du directeur? Bon. Effectivement, à peu près au même moment, le directeur du pénitencier, Dave Kinhold, qui se trouve dans une pièce éloignée, dans une autre aile du pénitencier à ce moment-là, voit sa chemise se couvrir d'eau. Comme s'il avait renversé un verre d'eau sur lui. Donc sa chemise se couvre d'eau. Et là, un autre gardien rentre au même moment, puis là, il y a comme une effervescence dans la prison. Donc là, c'est clair qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe avec Don Decker. Le directeur de la prison, Dave Kinhold, demande à ce moment-là à voir Decker et il est persuadé qu'il doit s'agir d'un phénomène de possession puisque tout le monde ne parle que de ça.
on s'informe un peu, on apprend que dans les jours qui ont précédé, il y a une femme, une religieuse qui est allée au chevet de Decker, puis on a lu des psaumes, on a essayé de le libérer. Donc, comme il y a un aumônier qui vient régulièrement à la prison, le directeur de la prison contacte cet aumônier, William Blackburn, et lui explique qu'on a un détenu qui, depuis quelques heures, à nouveau, mais qui a connu une période semblable il y a quelques jours plus tôt, semble être possédé. Alors, William Blackburn, l'aumônier et prêtre, se rend au pénitencier, demande à voir Don Decker dans une pièce isolée. Et encore une fois, on n'est pas tout à fait convaincu. Hein. Même si les témoignages se multiplient, tout le monde a vu la pluie couler dans la cellule, on a vu la pluie couler des murs. Le directeur de la prison qui a vu sa chemise se couvrir d'eau, on s'est dit, ben là, c'est pas possible. Et pourtant, le curé qui est là parle avec Don Decker, essaie de le convaincre un peu que tout ça est de son imagination, qu'il doit y avoir un truc, ça doit être une supercherie. Et à ce moment-là, encore une fois, Don Decker tombe comme dans une espèce de transe, et le prêtre va dire qu'à ce moment-là, il a senti une odeur putride envahir la pièce, et pour avoir écouté son témoignage, il disait, vous savez, il dit, quand on a des gens qui sont atteints d'une maladie en phase terminale, souvent les infirmiers ou les infirmières ou les médecins diront, on a comme une odeur de mort qui règne dans l'endroit. Ben, c'est exactement, il dit, ce que je sentais avec Don Decker. Il s'est penché la tête sur sa poitrine, et là, soudainement, il s'est mis à respirer fortement, et là, je pouvais sentir cette odeur putride. Et lorsqu'il a relevé la tête, il dit, ses yeux étaient comme tout noirs. Il m'a regardé, et là, il a fait comme bouger. En fait, il a frotté son pouce et son index ensemble, et soudainement, la pièce s'est couverte de pluie. Hein? Et là, c'était pas de la pluie qui coulait des plafonds ou des murs, mais c'était comme une vapeur d'eau qui a rempli la pièce. Et à ce moment-là, le prêtre était convaincu que Don Decker était réellement possédé, alors il a sorti son rituel de l'exorcisme qu'il avait amené avec lui, puisqu'on lui avait dit qu'il y avait peut-être un cas de possession, et il s'est mis à citer, à lire ce rituel, et après un certain temps, Don Decker est comme semblé s'endormir, et s'est réveillé, et lorsqu'il s'est réveillé, il se disait libéré. Et ça a mis fin à tout? À tout, et ça ne s'est jamais reproduit. Donc, durant une période, sur une période d'à peu près 5 jours, l'état de possession de Don Decker a duré peut-être 36 heures, et durant ces 36 heures, il a manifesté il a fait preuve de phénomènes tout à fait extraordinaires, lévitation, état de transe, et tout ça accompagné avec des effets de type poltergeist, des chaudrons qui bougeaient, des casseroles, la pluie qui sortait des murs et des plafonds. Alors, évidemment, Don Decker ne s'est jamais ensuite remanifesté comme étant un spécialiste ou un phénomène de foire du genre surnaturel. Don Decker va être condamné pour les petits larcins qu'il a commis, il va faire à peu près 4 ou 5 semaines de pénitencier, il va être libéré. On n'entend plus parler de lui jusqu'en 2012, où cette fois-là, il est de nouveau arrêté par la police et il est accusé d'avoir mis le feu à un restaurant, le Dana's Restaurant and Tavern, qui se trouve à Tobiana, en Pennsylvanie, et il aurait mis le feu, c'est un crime d'incendiaire, il aurait mis le feu à la demande du propriétaire pour toucher l'assurance. Donc, c'était une fraude à l'assurance. Donc, Decker va être arrêté à ce moment-là, et c'est là qu'il va faire reparler de lui, mais il fait reparler de lui peut-être de la mauvaise façon, mais rien à voir avec ses soi-disant pouvoirs surnaturels. Il fait parler de lui parce qu'il a commis un crime. Et c'est justement à cette occasion-là, lorsque Decker est arrêté, en fait, il n'est pas arrêté, il se présente lui-même à la police. Hein. Il y a eu un incendie, les journaux parlent qu'il s'agit certainement d'un incendie criminel, il y a une enquête qui est menée, et 24 heures après qu'une enquête soit ouverte, Don Decker se présente lui-même au poste de police en disant « c'est moi qui ai mis le feu au fameux restaurant en question ». Et à ce moment-là, des journalistes se disaient « Don Decker, c'est pas le même gars, ça, qui a 20 ans,
avait été lié à cette histoire de poltergeist, d'eau qui coulait dans la maison, la pluie, etc. Et c'est à cette occasion que les journalistes vont retrouver certaines des personnes impliquées à l'époque, 20 ans plus tôt, dont notamment les policiers, qui vont réitérer effectivement que 20 ans plus tôt, ils ont été appelés chez les Kiefer, qu'ils ont vu cette pluie qui coulait des plafonds, des murs, et pour lesquels ils n'ont jamais trouvé d'explication. Alors que nous, aujourd'hui, en 2023, donc... Où en sommes-nous avec cette histoire? On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une explication? Et je dois t'avouer que si on élimine l'explication d'ordre surnaturel, parce qu'il faut savoir, on n'a aucun aveu. Don Decker a jamais dit c'est moi qui ai fraudé, puis voici comment je l'ai fait. Il n'a jamais remanifesté. Si c'était un talent qu'il avait, il l'a pas remanifesté par la suite. Il a pas fait d'argent avec ça. Il a pas écrit de livre. Il a rien fait. Et rafraîchis-moi la mémoire. Est-ce que tu m'as dit qu'il était décédé? Non, il est toujours vivant. Donc, puis il est retourné à l'anonymat, puis il veut pas... pour lui, c'est un épisode très isolé. Donc, il n'est pas devenu une vedette ou quoi que ce soit, là, tu sais. Et quand il a été arrêté pour le crime d'incendiaire, bien évidemment, les médias en ont parlé, mais lui a pas évoqué ça devant le tribunal en disant « Ah, vous savez, je suis le Don Decker de la pluie qui sortait des murs. » Bon, donc... C'est très difficile d'arriver devant un procès puis de dire « Vous savez pas, je suis qui, moi? » Ouais, c'est ça. C'est tristement célèbre. Ouais, et ce qui est intéressant dans cette histoire, donc, on n'a aucun aveu. Donc, jamais Don Decker a dit c'est une fraude, puis voici comment ça s'est passé. Okay. Et si c'est une fraude qui était complexe. Je veux dire, ça se passe chez les Kiefer. Il faut fondamentalement qu'il y ait d'autres personnes impliquées dans la fraude. Là. Je veux dire, il peut pas lui-même faire de la lévitation, faire couler de l'eau des murs, des plafonds dans le restaurant. Tu comprends-tu? Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui sont impliquées dans la fraude avec lui. Oui. Or, non seulement Don Decker a jamais avoué qu'il y avait une fraude, et les gens qui l'accompagnaient à ce moment-là, on pourrait se dire, les policiers sont devenus un peu des témoins des témoins de moralité. On s'est dit, on va faire un coup, on va faire venir des policiers, puis les policiers vont un peu confirmer, puis personne va remettre en doute la position des policiers. C'est ce qui pourrait être vrai. Mais on se dit, si c'est vrai, si Monsieur Van Roy et son épouse, ou si les Kiefer étaient impliqués dans la fraude, jamais aucun d'entre eux n'a parlé, n'a fait une révélation ou d'aveu de quoi que ce soit dans ce genre-là. Et c'est ce qui rend cette histoire-là difficile. Sans aveu, on n'a pas d'autres éléments à se mettre sous la dent que l'hypothèse surnaturelle. Et c'est là qu'on tombe dans, à mon avis, un excès. Et c'est souvent un peu ce que je reproche des sceptiques, plutôt que de dire, et je l'avoue humblement, là, si tu me poses la question, si on était en privé, puis tu me posais la question, Camille, qu'est-ce que je pense de cette histoire-là, j'aurais tendance à te dire, je pense qu'il doit s'agir d'une fraude. Et si tu me poses la question, sur quoi tu te bases, je te dirais sur rien du tout. Ouais. Tu comprends-tu? C'est difficile d'avoir une pogne, Voilà. Je pense que c'est une fraude parce que ça me fait plaisir de penser que c'est une fraude. Tu comprends-tu? Parce que ça correspond à mon trait de caractère. Mais mes évidences, c'est zéro. Et j'admets que je peux pas aller plus loin. Tu comprends-tu? Donc, ou bien c'est une fraude dont on sait rien, ou c'est un phénomène surnaturel. Donc, on doit se contenter à ça. Je n'essaierai pas d'inventer une explication pour essayer de trouver, pour me satisfaire ou satisfaire la galerie. Or, c'est malheureusement là où on tombe dans les dérives, et plusieurs sceptiques sont tombés dans ce piège-là. Écoute, j'ai lu des trucs, tu sais, les sceptiques disent, OK, si ces phénomènes-là se sont produits, pourquoi est-ce qu'on n'a pas filmé? Pourquoi on n'a pas de photos? C'est une interrogation qui est valable, mais elle est valable pour tout le monde. Tu dis, on pourrait dire, si c'était vrai, Don Decker aurait dû filmer, les Kiefer auraient dû filmer, les Van Roy auraient dû filmer. Mais il faut faire avec qu'on n'a pas de preuves. Mais les policiers aussi auraient pu filmer. Les policiers acceptent de parler à la télé en disant ce qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas filmé, eux non plus. Puis là, les sceptiques disent, oui, mais... Puis on peut dire, à l'époque, au début des années 80, les appareils photo étaient pas aussi disponibles qu'ils l'étaient aujourd'hui. On a souvent parlé de cette problématique. Le téléphone portable, aujourd'hui, on l'a à la portée de la main, mais à l'époque... Puis là, je me rappelle avoir lu un article écrit par des sceptiques qui ont dit, c'est pas tout à fait vrai. Dans les années 80, il y avait des petits appareils qui étaient facilement accessibles. Mais oui, il y en avait 4 aux États-Unis. Il y avait des Pentax argentins, des Polaroid, puis des Kodak jetables. Ça va être correct. Ça fait que là, tu te dis, c'est ridicule.
ridicule. C'est bon. Et ensuite de ça, donc le fait qu'on n'ait pas pris de photos, c'est une interrogation qui est justifiée, mais c'est une interrogation qui ne te permet pas de conclure à une fraude. Tu comprends? Oui. Bon. Et là, et c'est là qu'on tombe dans une absurdité. Ça oscille entre l'hallucination collective. Hein. Ces gens-là se croyaient, donc se sont mis à imaginer qu'il y avait de l'eau qui sortait des murs et des plafonds. Ben là, le J-Proc était détrempé, puis les planchers aussi. Là, je veux dire, je pense pas que les planchers ou le J-Proc a halluciné. Là, tu comprends-tu? Il y a eu pour les Vanois, il y a eu des travaux de restauration qui ont été importants dans la maison après que ces événements-là se sont produits. Les policiers, difficile de les impliquer également dans l'hallucination collective. Tu sais, les policiers se sont rendus sur place, ils ont vu ce qui se passait, puis 20 ou 30 ans après, ils en témoignaient encore comme ayant bel et bien vu ce qui se passait. Et crois-le ou non, ça devient tellement difficile d'échapper à l'hypothèse de l'eau, hein, parce que là, tu dis, là, ça tient pas la route, l'histoire de l'eau. Alors, l'hypothèse la plus absurde que j'ai lue, c'est de la glace. Et je t'explique comment. Il se dit, les sceptiques ont dit... Dans l'entre-toi? Oui, c'est ça. Les sceptiques se disent, on est au mois de février. Donc, il pourrait y avoir eu, là, Don Decker, et ce que je te dis là, je te le dis tout à fait sérieusement. La référence, les gens qui nous écoutent peuvent aller voir un article qui a été écrit par un des grands bonzes de l'association sceptique américaine, qui s'appelle Joseph Nichol. Nichol dit, son hypothèse est la suivante. Don Decker se serait auto-mutilé le bras pour attirer l'attention sur lui. Par hasard, hein, ça tombe vraiment bien, le hasard. Par hasard, il y aurait eu de la glace dans l'entretoit et cette glace-là aurait craqué au même moment, donnant une espèce de bang que les gens qui étaient dans la maison ont entendu. Eh ben là. Et ensuite de ça, à cause de la chaleur de la maison, il y aurait eu de la pluie qui se serait formée dans l'entretoit et sur le plafond, et c'est cette pluie-là qui aurait coulé dans la maison. Mais puis ça se passait sur le toit. Là, tu dis, attends une minute, parce que entre là où il y a de la pluie et le toit, il y a quand même un étage complet. Et l'étage complet, lui, a pas d'infiltration d'eau. Et là, tu dis, oui, et comment t'expliques que quand ils vont au restaurant, il y a également de la pluie qui coule dans le restaurant? Le hasard a fait que là aussi, il y a eu de la glace sur le toit. À ce même moment-là, elle a fondu, puis ça s'est mis à couler par le plafond en même temps. Tu dis, tabarnouche, 2 maisons face à face avec de la glace sur les toits qui se met à fondre en même temps. Tu dis là, on est dans un ridicule. C'est vraiment... Et c'est ça qui m'a toujours agacé des associations sceptiques. Plutôt que de reconnaître humblement, de dire... J'en ai pas d'explication. Je peux favoriser l'hypothèse de la fraude, même si j'ai rien sous la main, mais de manière, disons, intellectuelle, je vais favoriser la fraude, ou si on veut croire au surnaturel, dire, moi, je vais favoriser l'hypothèse surnaturelle. Mais d'inventer des explications tout à fait alambiquées de cette manière-là pour essayer d'expliquer quelque chose pour lequel on n'a pas grand-chose, je trouve ça mais tout à fait fantaisiste. Et écoute, si j'avais une palme à donner là-dedans, là, je pense que la palme du ridicule ne serait pas attribuée à ceux qui croient à une explication surnaturelle, mais à l'explication que les sceptiques ont proposée. Je dois t'avouer que même si je m'identifie comme un sceptique, j'ai trouvé cette explication-là franchement ridicule. Ah non, puis en tout respect pour ces gens-là, vous ne vivez pas au Canada et vous ne comprenez pas le cycle de l'eau et de la neige. Non. Tu sais, écoute, là, ça zéro, tu sais, puis même si la neige a fondu, c'est quand même, tu sais, dans même temps, 2 maisons, même infiltration d'eau de la même façon, puis l'infiltration d'eau commence quand Don Decker est là, puis l'infiltration d'eau cesse quand Don Decker est pas là, tu sais. Ça, je penserais pas. Puis là, quand tu présentes cette question-là, ben là, les sceptiques disent, ouais, c'est parce que le reste du temps, c'est parce qu'ils la voyaient pas, parce qu'ils étaient hallucinés à cause de leur obédience religieuse. Là, tu dis, mais là, c'est quand même incroyable. On a des phénomènes naturels qui se mélangent à des hasards invraisemblables avec des espèces de fous en délire religieux, des policiers qui hallucinent. Là, tu dis, tout ça se fait en dedans de 24 heures. Écoute, ça devient plus incroyable d'adhérer à cette explication-là que d'adhérer à l'idée d'un phénomène de poltergeist
comme il y en a beaucoup dans la littérature. Comme je l'ai dit en début d'émission, je suis pas convaincu qu'on doit inclure la notion diabolique dans le phénomène. Je pense que les gens l'ont interprété de cette manière-là, mais techniquement parlant, l'affaire Don Decker reste, à mon avis, un bon cas de poltergeist, et à moins de preuves évidentes qui démontreraient la fraude ou qui démontreraient aussi la nature du phénomène surnaturel, on reste avec un grand point d'interrogation. Et on doit rester l'esprit ouvert en disant on le sait pas. Mais ces phénomènes-là ont été rapportés. Ils ont été rapportés il y a 40 ans et encore aujourd'hui, on se creuse la tête un peu comment tout ça a pu se produire. Ah, Christian, plus on rajoute des détails à cette histoire-là, plus ça sonne comme un gros trip de drogue. Ah, Restons avec ces points d'interrogation dans nos yeux. Ouais, c'est ça. Restons, et qui sait, hein, peut-être le faiseur de pluie se remanifestera un jour. Il va dévoiler, c'est un magicien qui va dévoiler son truc. Ben, merci Christian de nous avoir partagé cette histoire-là. Un auditeur plaisir. qui nous écrit toujours le fun de vous écouter. Michel qui nous écoute de la chute. Ben, salutations à toi. Et je te souhaite une excellente fin de soirée, Christian. C'est prise 3 demain, mercredi. Oui, absolument. Ça marche. OK, ciao. Bonne soirée, bye-bye. Radio X-Files. Radio X. Le space. Salut Richard. Besoin d'un petit remontant? C'est ça qu'on veut. Le soir, J'ai sauvé les meubles chers. on a ce qu'il vous faut. Le Space Cast. Avec JF Rich Blais et Camille. On repassera. Lundi au jeudi, 20h. Radio X. Le taux hypothécaire de la semaine, une présentation d'alexandrewallet.com pour financer votre hypothèque. 5 ans fixe à 4,79%. Wow! alexandrewallet.com. Se retrouver les pieds dans l'eau d'une piscine à 3 heures de l'après-midi, ça relaxe. Mais se retrouver les pieds dans l'eau dans le sous-sol à 3 heures du matin, ça réveille. Calinette, 24/7, partout au Québec. Quand vous avez besoin de nous, on est toujours là pour vous. D'une crise à l'autre, les fonctionnaires fédéraux fournissent des services essentiels. Mais ça va faire 2 ans qu'on est au front, sans contrat de travail. C'est un gros problème. Le gouvernement se traîne les pieds et tout le monde en souffre. On ne peut pas attendre. Et vous non plus. Renseignez-vous à onnepeutpasattendre.ca. Un message de l'Alliance de la fonction publique du Canada. De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone tuning, zone arcade, zone Corvette, essai routier de voitures électriques, simulateur de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars. Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Exposité, en collaboration avec la Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaires, CA Québec, TVA, Journal de Québec, Choix 98.1. Megadeth. La tournée canadienne s'arrête à Québec. Megadeth, avec invités spéciaux Bullet for My Valentine et Oni. Le 10 mai prochain, au Centre Vidéotron. Une soirée mémorable à ne pas manquer. Billets en vente, jeudi 9 mars à 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca. Megadeth, au Centre Vidéotron. Une présentation de Live Nation et Gestev. Noémie Bédard, je veux plus voir ce gars-là dans ma maison! Logisco. Avec 5000 appartements dans la région de Québec, vous allez trouver... Pour les 40 ans du Salon de l'Auto, les enfants fêtent en grand. Dans la zone familiale Toyota, en collaboration avec 1000 Pattes Amusement, retrouvez une halte garderie, du maquillage et des jeux gonflables pour vous amuser. Et c'est gratuit à l'achat d'un billet du salon. L'événement familial de la relâche, le Salon de l'Auto de Québec, du 7 au 12 mars à Exposité, en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire TVA, Journal de Québec, Choix 98.1. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Le Space Cast.
preserve, protect, and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec JF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire. À Mama Oulé, les amis. Ah, Mamaoulé à vous. La nuit est tombée sur Québec et votre Spacecast est là. Le numéro pour nous rejoindre, pour vous tirer une bûche autour de la table, c'est le 88-670-9098, le 1877-440-2464 pour les gens à l'extérieur de la grande région de Québec. On vous aime, on veut vous parler et on veut vous enrôler dans notre genre de simili-secte. D'ailleurs, nous y reviendrons. Ah, quelle journée!